Le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion expose à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres une ébauche de 8 pages du texte intitulé « Lettre à Monsieur Dacier » relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens pour inscrire sur les monuments les titres, les noms et les surnoms de souverains grecs et romains. L'exposé fit sensation. Une salle comble accueillit avec enchantement ce texte fondateur du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens et de leur simplification linéaire. Jean-François Champollion entrait dans l'histoire. Cet événement, inédit pour l'époque, marquait le terme d'une quête qui avait débuté plusieurs années plus tôt, initiée par la découverte de la pierre de Rosette, du nom d'un petit village situé sur le littoral égyptien lors de la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte dès 1798. La pierre de Rosette, aujourd'hui visible au British Museum, est un fragment de stèle gravée portant 3 versions d'un même texte. Il s'agit d'un décret promulgué à Memphis par le roi lagide Ptolémée V Épiphane Eucharistos en 196 avant l'ère actuelle. Le décret fut rédigé en 2 langues, égyptien ancien et grec ancien, et 3 écritures, égyptien hiéroglyphique, égyptien démotique et alphabet grec. L'avantage que présente cette pierre réside dans le fait de ces 3 écritures. On connaissait la langue et l'alphabet grec, il suffisait d'établir des correspondances entre le texte grec et les textes égyptiens, ce que fit Champollion, non censé être inspiré de travaux de prédécesseurs tels que Thomas Young ou Sylvestre de Sacy. La prouesse de Jean-François Champollion n'a été possible qu'à partir du nom Ptolémée, distingué par un cartouche, c'est-à-dire un anneau enserrant le nom royal, dans le texte en égyptien et hiéroglyphique. Pour écrire ce nom grec, c'est-à-dire étranger à l'Égypte pharaonique, le scribe égyptien a dû faire usage d'un système attribuant des valeurs phonétiques au caractère sacré de l'ancienne Égypte. Cette démarche justifie du titre que porte le texte de Champollion, à savoir « Lettre à Monsieur Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens pour inscrire sur leurs monuments les titres, les noms et les surnoms de souverains grecs et romains. » Il faut remarquer qu'il n'est point ici question de souverains autochtones, mais de souverains grecs et romains qui ont régné sur l'Égypte alors qu'elle connaissait une colonisation successivement perse, grecque et romaine. Cette période est habituellement qualifiée d'époque tardive. Pour l'égyptologie, l'époque qui précède immédiatement la colonisation perse, grecque et romaine de l'Égypte est consacrée au règne des pharaons dits nubiens. Parmi ces pharaons nubiens apparaissent des figures aussi importantes que Pianki ou Taharqa. Pourquoi est-il important d'évoquer cette période, à savoir la 25e dynastie? Il faut savoir que cette dynastie trouve ses origines à Napata ou Méroé, dans l'actuel Soudan. Or, ce qui est notable est bien le fait que celle-ci n'a pas, comme les Grecs, éprouvé le besoin de traduire les textes égyptiens dans une langue supposément étrangère à l'Égypte, mais s'est directement servi des caractères sacrés de l'Égypte pour élaborer sa littérature politique et sacerdotale. Autrement dit, ces pharaons nubiens, que l'on veut distinguer des pharaons égyptiens, n'ont pas, comme les rois lagides de l'époque ptolémaïque, éprouvé le besoin de produire des stèles qui rendraient compte d'une langue supposément étrangère à l'Égypte, mais ont directement traduit leur langue à partir des caractères sacrés de la vallée du Nil. Une telle démarche n'est valable qu'à partir du moment où les idées ou concepts dont rendent compte les idéogrammes de la vallée du Nil procèdent d'une pensée philosophique ou symbolique identique à celle des peuples nubiens, ce qui n'était pas le cas pour les Grecs. Claude Rilly, archéologue français, à la suite de Bruce Trigger, archéologue canadien de l'université McGill, a montré que le méroïtique,
autrement dit la langue parlée par ces pharaons dits nubiens, s'apparente aux langues régulièrement parlées de l'Érythrée au Tchad. Cette remarque est soutenue par l'argument de Diodore de Sicile lorsqu'il aborde la question de l'origine et de la nature des hiéroglyphes égyptiens. Dans son texte intitulé Bibliothèque historique, Diodore de Sicile écrit: Pour ne rien omettre de ce qui peut servir à la connaissance de l'Antiquité, nous devons dire quelque chose des lettres éthiopiennes auxquelles les Égyptiens ont donné le nom d'hiéroglyphes. Ces lettres se composent de figures d'animaux, de membres du corps humain, d'instruments ou d'outils employés dans les arts, et ce n'est pas de la réunion des caractères ou des syllabes que résulte le discours écrit, mais de la signification métaphorique attachée aux objets dessinés, signification que l'exercice seul de la mémoire apprend à retenir. Bien qu'il soit clair désormais que le mot hiéroglyphe soit plutôt porté par la langue grecque, une conséquence que nous devons vraisemblablement au gouvernement des Lagides, on peut tout de même relever que Diodore de Sicile donne à ce système d'écriture une origine éthiopienne. L'auteur grec précise, en outre, que la lecture de l'égyptien hiéroglyphique ne résulte pas de l'association de syllabes, démarche actuellement observée par l'égyptologie dans son ensemble, mais de la signification métaphorique attachée aux objets dessinés. Cette remarque oblige à considérer les hiéroglyphes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des idéogrammes, une démarche clairement délaissée par l'égyptologie que l'on trouve pourtant à l'origine du système alphabétique qui est aujourd'hui promu dans les manuels de vulgarisation. Un idéogramme est un dessin qui rend compte d'une idée ou d'un concept. Remarque qui nous éloigne sensiblement de l'alphabétisme qui veut être la seule lecture des caractères égyptiens. Le concept ou l'idée portée par l'idéogramme est nécessairement lié au nom que porte l'objet dessiné par le scribe égyptien. Autrement dit, pour saisir le concept ou l'idée fixant le lien métaphorique auquel fait allusion Diodore de Sicile, il faut nécessairement connaître la langue que parle le scribe égyptien. Ainsi, lorsqu'il représente une galette de pain, par exemple, le scribe ne songe pas qu'il est en train de décrire la lettre T, comme le présument les manuels d'égyptologie, mais songe plutôt au nom que porte cet objet dans sa langue. Cette conclusion peut s'illustrer en rappelant brièvement quelques faits sur l'origine des anciens Égyptiens, puisque cette origine permet, par la même occasion, de circonscrire les langues qui soutiennent les idéogrammes du lexique pharaonique. Voici ce que Diodore de Sicile rapporte à propos de l'origine des Égyptiens. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris. Et ils ajoutent que ce pays n'était, au commencement du monde, qu'une mer. Ils disent, en outre, que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne, en tant que les colonies conservent les traditions de la métropole, que le respect pour les rois, considérés comme des dieux, le rite des funérailles et beaucoup d'autres usages sont des institutions éthiopiennes. Enfin, que les types de la sculpture et les caractères de l'écriture sont également empruntés aux Éthiopiens. Les Égyptiens ont en effet deux sortes d'écriture particulières. L'une appelée vulgaire, qui est apprise par tout le monde, l'autre appelée sacrée, connue des prêtres seuls, et qui leur est enseignée de père en fils parmi les choses secrètes. Or, les Éthiopiens font indifféremment usage de l'une et de l'autre écriture. Les Éthiopiens allèguent encore beaucoup d'autres preuves de leur antiquité et de leur colonie égyptienne, mais nous pouvons nous dispenser de les rapporter. Puisque les Égyptiens sont décrits comme ayant une origine éthiopienne, on peut légitimement penser que leurs langues trouvent également la même origine. Cet argument peut s'illustrer à partir du Québec, par exemple, qui fut une colonie française où l'on parle encore le français aujourd'hui, la langue des origines, et où l'on rencontre également les institutions issues du pays des origines, c'est-à-dire la France. La même remarque est valable pour l'Australie, ou même les États-Unis, d'anciennes colonies britanniques, qui ont gardé la langue et les institutions des origines. Que représente l'Éthiopie, pays d'origine des Égyptiens, dans le discours grec? Diodore de Sicile apporte des éléments de réponse à cette question. Les Éthiopiens se disent les premiers de tous les hommes, et ils en donnent des preuves qu'ils croient évidentes. L'on convient assez généralement qu'étant nés dans le pays et n'y étant point venus d'ailleurs, ils doivent être appelés autochtones, et il est vraisemblable qu'étant situés directement sous la route du soleil, ils sont sortis de la terre avant les autres hommes. Car si la chaleur du soleil se joignant à l'humidité de la terre lui donne à elle-même une espèce de vie, les lieux les plus voisins de l'équateur doivent avoir produit plutôt que les autres des êtres vivants. Les Éthiopiens disent aussi que ce sont eux qui ont institué le culte des dieux, les fêtes, les assemblées solennelles, les sacrifices, en un mot, toutes les pratiques par lesquelles nous honorons la divinité.
C'est pour cela qu'ils passent pour les plus religieux de tous les hommes et qu'on croit que leurs sacrifices sont les plus agréables aux dieux. Cette région équatoriale, pays de naissance des Éthiopiens, correspond évidemment à la région des Grands Lacs africains, sachant que le pays d'origine des pharaons dits nubiens, à savoir le Soudan, a une frontière née du découpage colonial avec le Congo, le Kenya ou l'Ouganda, ce qui fait voir qu'il s'agit en réalité des mêmes peuples, séparés par les conclusions de la conférence de Berlin de 1884, qui aura statué sur le fameux partage de l'Afrique. L'écriture hiéroglyphique est restée stable depuis ses origines qui peuvent être attestées autour de 3300 avant l'ère actuelle. Elle est constituée d'idéogrammes, c'est-à-dire de dessins qui rendent compte d'idées ou de concepts. Prenons l'exemple du thème du féminin en égyptien pharaonique, illustré par la galette de pain. Les manuels de vulgarisation donnent à ce signe de correspondre à la lettre T. Or, nous verrons que l'affectation de cet idéogramme au féminin du lexique pharaonique est d'abord et avant tout fondée sur les langues parlées dans la région des Grands Lacs africains, le pays d'origine des Égyptiens, d'après les témoignages recueillis par Diodore de Sicile. À considérer un idéogramme comme celui-ci, il est d'abord question de déterminer ce que nous avons sous les yeux. La seconde étape consiste à déterminer le nom que porte l'objet dessiné au sein des langues africaines. Comment nomme-t-on la galette de pain au sein des langues africaines? Kinyamwezi, mugati, gâteau. Sukuma, mugati, pain. Gogo, mukate, pain. Shambala, mugati, gâteau. Swahili, mukate, pain. Bemba, mukate, pain. Nyanja, mkate, gâteau. Yao, mkato, pain. Makwa, mukache, pain. Chiluba, mukata, gâteau. Bassa, makala, beignet. Distinguons deux occurrences, à savoir le malila ou mukati, pain, et le bassa, makala, beignet. Nous constatons que le malila ou mukati, pain, est l'homonyme du tini mukati, femme, épouse. Le chiluba présente mukaji, femme, épouse, à partir duquel on obtient bukaji, féminité, ou abakaji, féminin. Cette relation justifie du lien qui unit la galette de pain au féminin au sein du lexique pharaonique, puisque les mots du pain sont aussi ceux du féminin au sein des langues de la cuvette éthiopienne. Il y a donc homonymie entre l'objet pain et le concept féminin. Cette règle, à savoir l'homonymie, est au fondement de la lecture des caractères sacrés de la vallée du Nil, idée que nous détaillons dans le livre Les hiéroglyphes égyptiens, la méthode illustrée. Cet argument est complété par le bassa, makala, beignet, une variante phonétique de l'étone kal, sœur, ou du fan kal, sœur, ce qui montre bien que les mots de la galette de pain ou du beignet sont ceux du féminin au sein des langues africaines. Ces exemples, qui peuvent être étoffés par la lecture du livre déjà mentionné, établissent que les hiéroglyphes égyptiens sont fondés sur les langues africaines et qu'il faut s'attacher à dégager les mots des objets décrits, c'est-à-dire des idéogrammes, pour saisir les concepts que soutiennent ces objets représentés. Il n'est donc plus question d'y voir seulement l'expression d'un alphabet, mais d'abord et avant tout celle de la pensée symbolique des bâtisseurs des pyramides. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A Contrario. En attendant le prochain épisode, vous pouvez télécharger gratuitement le livret pédagogique Le carnet des savoirs consacré à la langue des pharaons. Le lien pour le téléchargement de ce livret est indiqué dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également participer à cette aventure en nous soutenant via le site www.tipeee.com. Le lien pour le financement participatif se trouve dans la description de la vidéo, puisqu'en définitive, c'est grâce à vous que nous sommes là et c'est avec vous que nous ferons encore mieux la prochaine fois. À bientôt pour de nouveaux épisodes sur A Contrario, la chaîne pédagogique qui vous offre un nouveau regard sur l'histoire de l'humanité. Sinimbe ni male te bedum mafu sirawo